Eh Voilà. bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence organisée par le réseau Gwendoline France. Merci donc à vous d'être présents pour cet échange qui va tourner ce soir autour de l'homéopathie et de l'oncologie. Euh, Comme d'habitude, avant de passer la parole à notre invité, quelques petites infos pratiques. Donc, la conférence sera suivie d'un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de l'intervention. Nous essaierons d'en traiter un maximum à la fin de la conférence. Et surtout, nous vous remercions de couper vos micros durant toute l'intervention pour ne pas perturber la conférence. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Roux, qui est pharmacien spécialisé en soins de support, en oncologie, pardon, et en homéopathie. Monsieur Roux, merci d'être avec nous ce soir et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans votre groupe. Je suis très heureux donc de participer à cette soirée. Euh, alors en deux mots, je suis pharmacien d'officine en banlieue toulousaine, à Plaisance-du-Touche. Je suis installé depuis près de 40 ans maintenant. Et en fait, j'ai une histoire un peu personnelle et particulière avec l'homéopathie, puisque moi j'étais au départ très très cartésien. J'ai failli être prof de maths, vous voyez. Donc il y avait vraiment rien qui me prédisposait aux médecines complémentaires et à l'homéopathie. Et puis j'ai rencontré ma fiancée sur les bancs de la fac. Sa maman était pharmacienne. Et sa maman a eu l'idée saugrenue de faire des études d'homéopathie, donc il y a 43 ans. Elle avait 55 ans et à l'époque, il n'y avait aucune formation pour les pharmaciens. Il fallait faire une formation sur 3 ans, comme les médecins. Donc, elle n'a pas voulu s'inscrire toute seule, elle a inscrit sa fille et son futur gendre. Et comme j'avais pas encore épousé sa fille, j'ai dit oui à ma belle-mère avec l'idée vraiment au départ de dire tu vas faire un week-end et puis tu vas dire que ça te plaît pas. Voilà. Et puis 43 ans après, vous voyez, me voici, j'ai vraiment mal tourné parce qu'il se trouve que dès mon premier séminaire d'homéopathie, une de mes sœurs a eu un état grippal que j'ai soigné en 24 heures. Puis elle a eu des règles douloureuses que j'ai aussi améliorées grandement. Et donc, je suis devenu prof d'homéopathie. Je forme aujourd'hui les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie depuis de nombreuses années. Et je me suis intéressé à l'oncologie il y a à peu près une vingtaine d'années, quand une de nos meilleures amies a eu un cancer du sein. Alors moi, il y a 20 ans, l'oncologie, c'était tout à fait étranger pour moi. Je donnais à mon amie de l'homéopathie pour essayer d'améliorer les symptômes qu'elle me décrivait. Et il me semblait que chaque fois que je lui donnais quelque chose, ça l'améliorait. Donc j'ai voulu en savoir plus. Je me suis formé en oncologie et j'ai commencé à vraiment travailler ce domaine. Et j'ai rencontré, lors de congrès de médecins homéopathes, j'ai rencontré un médecin homéopathe installé à Troyes qui s'appelle Jean-Claude Carpe et qui, à une pause café, lors d'un congrès, m'a dit, moi aussi je m'intéresse à l'oncologie, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Est-ce que tu voudrais pas travailler avec moi, faire des petites fiches? Alors pour moi, c'était oui, faire des fiches papier, parler voilà, c'était un petit travail pour moi très banal. Il s'avère que ce travail, c'est devenu un livre. On a écrit notre premier livre en 2013, puis on a écrit une seconde édition en 2016. Et puis, en fait, entre 2016 et 2026, il y a eu tellement de changements dans le milieu de l'oncologie qu'on est en train d'écrire donc la nouvelle édition de notre livre, dont je vous parlerai, et qui doit sortir et qui doit être prêt pour le congrès de Lisbonne du mois de mai cette année. Donc, vous voyez, je suis en plein travail d'écriture et presque de relecture. Alors, euh, je vais vous parler un petit peu de ma pratique. Donc, moi, j'ai la chance, depuis le mois de janvier, d'avoir une consultation d'homéopathie à l'hôpital à Toulouse, à l'hôpital Joseph Ducoin, dans un service qui s'appelle La Parenthèse, qui est un service de soins de support. Et ça, c'est quand même
bon, pour moi, une grande récompense bon, de 40 ans de travail. Et c'est une très belle reconnaissance de l'intérêt de l'homéopathie en oncologie. Et je vais un petit peu vous parler des possibilités de l'homéopathie en oncologie et de ce qu'elle peut apporter. Et vous voyez que le sous-titre, c'est homéopathie en soins de support. Ça, c'est quand même quelque chose de primordial d'utiliser le bon vocabulaire en oncologie et d'utiliser le vocabulaire des oncologues pour se faire respecter. Alors, les soins de support, une terminologie officielle que tous les soignants, que tous les médecins, que tous les soignants connaissent et doivent adopter. Et alors, bon, c'est une définition banale, hein, c'est l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux malades. Parallèlement, au traitement anticancéreux spécifique tout au long de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, les soins de support, ça englobe tout ce qui n'est pas traitement anticancéreux spécifique, tout ce qui n'est pas chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie. Donc ça peut aller de l'homéopathie à l'acupuncture, mais ça peut aller aussi à de la socio-esthétique, etc. En fait, tout ce qui va être complémentaire au traitement anticancéreux. Et c'est vraiment un terme officiel, les soins de support. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, dans tous les centres d'oncologie, il y a une obligation pour ces centres d'oncologie et donc pour les oncologues de proposer des soins de support. C'est obligatoire. Alors, c'est fait de façon un peu différente en fonction des oncologues et des centres d'oncologie, donc c'est plus ou moins bien organisé, et ça dépend aussi beaucoup de la pathologie cancéreuse, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a quand même euh, di- il y a une grosse différence, si vous voulez, entre le cancer du sein et tous les autres. Parce que au niveau du cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent, vous le savez, au niveau chez les femmes, on va dire que les patientes et les femmes ont pris un peu le pouvoir, heureusement, et elles se sont organisées, les patientes se sont organisées pour un peu réclamer ces soins de support. Donc il y a quand même des disparités énormes entre les centres de soins, entre les oncologues et entre les pathologies cancéreuses, mais en tout cas, ces soins de support, normalement, ils doivent être proposés et ils sont obligatoires. Un deuxième terme que vous connaissez sans doute, mais dont je voulais aussi vous parler, on parle, c'est vrai, de soins de support, mais aujourd'hui et peut-être demain, on parlera encore plus de médecine intégrative. La médecine intégrative, vous le savez, c'est sans doute la médecine de demain, en tout cas c'est celle que l'on appelle de nos voeux. Et les choses se structurent de plus en plus. Et en particulier, donc je vous ai ici cité la SFOI, la Société française d'oncologie intégrative, qui a été créée donc récemment, hein, créée en mai 2023. Et son président, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez entendu parler, c'est Alain Toledano, qui est un radiothérapeute, hein, cancérologue radiothérapeute, qui a créé en banlieue parisienne l'Institut Raphaël il y a une dizaine d'années. Bon, Alain Toledano, il est très médiatique, mais c'est quelqu'un qui a vraiment fait bouger les lignes et qui vraiment est un cancérologue de renom, très classique, mais qui aussi est très ouvert et donc qui a intégré dans son centre mais plein de soins de support. Et aujourd'hui, on parle vraiment de médecine intégrative. Alors, pas qu'en oncologie, parce que la médecine intégrative, c'est quelque chose qu'il faudrait donc appliquer dans tous les domaines, mais en particulier donc en oncologie. Donc voilà pour cette introduction. Alors, je vais vous citer quelques études pour vous donner un petit peu, enfin, pour vous dire un peu quel est l'état, quelle est la réalité aujourd'hui de l'oncologie et quelle est la place de l'homéopathie. Parce que depuis le déremboursement de l'homéopathie, et depuis aussi, et à cause aussi, vous le savez, de la désertification médicale dont vous avez sans doute bien sûr connaissance, l'homéopathie est en grande difficulté. Il y a donc le déremboursement, il y a le fait qu'il y a de moins en moins de médecins et encore plus de moins en moins de médecins homéopathes. Donc c'est très difficile pour les patients d'avoir accès à l'homéopathie. Alors à la fois pour un problème financier, bien que l'homéopathie ne soit pas très onéreuse, mais quand même, et parce qu'il y a de moins en moins de médecins homéopathes. Alors, je vais vous parler donc de quelques études. En particulier, je vais vous parler en deux mots des études Vican 2 et Vican 5, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, en fait, ce sont des études qui ont été pilotées par l'Institut national du cancer
et donc qui avait pour but de voir un petit peu quel était, si vous voulez, l'état des patients après, enfin, 2 ans pour Vican 2 et ensuite 5 ans après le diagnostic du cancer. Donc la première étude, l'étude Vican 2 qui a été faite en 2012, donc c'était une enquête sur la vie des patients 2 ans après le diagnostic du cancer. Et donc, on a interrogé donc les patients, enfin ce qu'ils faisaient. En fait, c'était vraiment une enquête sur leurs plaintes, leurs douleurs résiduelles et leurs problèmes aussi sociaux, professionnels. Et on s'est rendu compte rapidement que 2 ans, c'était pas suffisant. Et donc, en fait, quelques années après, donc en 2018, on a décidé de faire une enquête un peu plus importante. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'étude VICAN 5, c'est-à-dire la vie 5 ans après le diagnostic d'un cancer. Et donc là, donc c'est toute localisation de cancer confondue. Et donc, l'étude de VICAN 5, elle explore les diverses facettes de la vie 5 ans après un diagnostic de cancer, c'est-à-dire l'état de santé, les séquelles, le suivi, les difficultés au quotidien, mais aussi l'impact de la maladie, des traitements sur l'emploi. Et encore, euh, pour tout vous dire, dans ma pharmacie aujourd'hui, j'ai eu une personne qui a quand même de grosses difficultés au niveau du travail, euh, euh, enfin, à la reprise de son travail après son diagnostic. Voilà. Alors, en fait, euh, quels sont un peu les résultats de cette étude, en particulier de l'étude Vican 5? Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de patients qui ont été interrogés. Au total, il y a 4174 patients qui ont été interrogés dans cette étude. Alors, vous voyez les chiffres importants. Il y a quand même 5 ans après le cancer, 63,5% des personnes qui souffrent de séquelles dues au cancer et au traitement. En particulier, donc, ils se plaignent de fatigue, d'une fatigue persistante. Et vous savez que la fatigue, l'asthénie, c'est la plainte essentielle du patient pendant les traitements. Mais vous voyez que même après le traitement, ben, la fatigue, elle est beaucoup ressentie par la moitié des patients. Il y a des douleurs. Vous voyez que 73% des patients décrivent des douleurs et des troubles anxieux récurrents pour la moitié d'entre eux. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très important et c'est des chiffres quand même qui doivent interpeller. Euh, il y a aussi, donc, je vous parlais des modifications de la vie professionnelle et sociale. Donc, ça, c'est quand même un gros problème et ça touche souvent, enfin, ça touche particulièrement les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui, alors, les plus de 50 ans, par exemple, les personnes les moins diplômées, voilà, celles qui ont le moins d'expérience et qui avaient déjà un travail précaire. Donc, vous voyez que les conséquences du cancer, même 5 ans après le diagnostic, elles sont très importantes. Et cette étude, elle a donc montré ceci. Mais alors, cette étude, elle a pas montré que ça. On a aussi voulu savoir quelles étaient les motivations euh, liées à l'usage des médecines non conventionnelles. C'est-à-dire, on a demandé aux patients s'ils avaient pris pendant les traitements ou s'ils prenaient encore des médecines non conventionnelles et pourquoi. Voilà. Donc, ça, ce sont des chiffres qui ont été apportés par cette étude Vican 5. Et on a donc donc découvert que les patients qui prenaient ces médecines non conventionnelles, donc en soins de support, le prenaient pour une amélioration du bien-être physique, dans 90% des cas, pour maintenir ou retrouver leur équilibre, renforcer l'organisme, améliorer le bien-être émotionnel, donc dans, vous voyez, près de 80% des cas. Bien sûr, pour combattre les effets indésirables des traitements, vous voyez, dans 74% des cas, et aussi, alors, pour combattre la maladie ou prévenir le risque de récidive. Voici quelles sont les principales motivations des patients à l'usage des médecines non conventionnelles. Et ces chiffres, ils ont été retrouvés dans des études plus récentes encore, en particulier des études qui ont été menées par un médecin homéopathe dont je vais vous reparler, qui s'appelle le docteur Jean-Lionel Bagot, dont vous avez peut-être entendu parler. Jean-Lionel Bagot, qui est donc médecin homéopathe à Strasbourg et qui dirige un centre de soins intégratifs à l'hôpital Saint-Vincent à Strasbourg.
Alors, dans ces études, dans l'étude Vican 5, donc, on a aussi donc eu, enfin, c'est une mine, si vous voulez, de chiffres et d'informations. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, fait pour nous les homéopathes, c'est on a donc, on avait un peu quand même cette notion, mais enfin, ça fait plaisir d'avoir des chiffres exacts. C'est que on sait aujourd'hui officiellement que l'homéopathie est la première médecine complémentaire utilisée par les patients atteints de cancer. Voilà. Donc, c'est donc grâce à cette étude Vicansen qu'on sait ça et que vous voyez qu'il y a 58% des patients qui utilisent des médecines complémentaires qui prennent de l'homéopathie. Hein, ça ne veut pas dire soit 58% des patients atteints de cancer qui utilisent l'homéopathie, mais en tout cas 58% des patients qui utilisent médecine complémentaire utilisent de l'homéopathie. Donc vous voyez que l'homéopathie arrive largement en tête, suivi donc par l'ostéopathie et puis alors l'acupuncture, ça va peut-être vous faire plaisir, et puis plein d'autres choses aussi, donc les thérapies énergétiques, et puis vous voyez il y a le yoga, il y a la méditation, voilà. En tout cas, toutes ces médecines, elles sont citées, toutes ces thérapeutiques, elles sont citées, mais vous voyez quand même que l'homéopathie est largement en tête. Et alors, cet état de fait a été aussi vérifié par une étude, là aussi menée par Jean-Lionel Bagot et aussi Ingrid Tennissen en Belgique. Donc cette étude, elle a été publiée donc en 2021. Et donc là, on a demandé aux patients qui prenaient de l'homéopathie quel était le pourcentage de satisfaction, c'est-à-dire quel était pour eux, à leur avis, l'avantage de prendre des médicaments homéopathiques. Et alors donc, les résultats, donc ça c'est des études vraiment enfin, qui ont été menées de façon tout à fait enfin, normale et enfin, euh, enfin, sans imposer de réponse aux patients. Et vous voyez que donc l'homéopathie, elle a été jugée très efficace pour lutter contre la fatigue. Donc je vous disais que c'était la principale plainte, mais aussi donc pour les douleurs, pour les nausées, pour l'anxiété et pour la diarrhée. Alors, la diarrhée, ça peut vous paraître peut-être bizarre de trouver euh, ce symptôme-là mis en avant, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les nouveaux traitements, dans les thérapies ciblées, dans l'immunothérapie, on a de plus en plus d'effets indésirables à type de diarrhée. Euh, il y a une immunothérapie qui s'appelle l'abemaciclib, là, qui est utilisée aujourd'hui de façon assez importante dans le cancer du sein et où donc ça s'appelle Verzenio, le nom commercialisé, où on a comme effet indésirable majeur les diarrhées avec jusqu'à 15 selles par jour qui imposent très souvent, on va dire 90 fois, 90% dans 90% des cas, de diminuer les doses et donc un risque de diminution d'efficacité. Voilà. Donc, voilà, donc cette étude publiée en 2021 qui montre quand même que les patients qui utilisent l'homéopathie sont satisfaits. Alors, pourquoi l'homéopathie, vous me direz. Alors oui, pourquoi l'homéopathie? Parce que j'en fais, mais si en fait ça servait à rien, peut-être qu'au bout de 43 ans, j'aurais arrêté. Alors, l'homéopathie en oncologie, bon, bien sûr, quand je vois un patient pour la première fois, j'explique bien où on se situe. J'explique qu'on se situe en soins de support et qu'on ne va pas remplacer les médicaments prescrits par l'oncologue. Mais j'explique que l'homéopathie va réduire certains effets secondaires. Alors, elle ne va pas complètement les supprimer, il faut être modeste, mais elle les réduit, et quelquefois, elle les réduit de façon considérable. Elle contribue donc ainsi à améliorer la qualité de vie du patient et elle contribue aussi à lui permettre de poursuivre son traitement. Et poursuivre le traitement, c'est bien pour le patient, mais c'est aussi très bien pour l'oncologue. Et c'est aussi une des portes d'entrée de l'homéopathie dans les services hospitaliers, où aujourd'hui, si vous voulez, il y a de la visite médicale. Les laboratoires homéopathiques rencontrent les oncologues parce que grâce à l'homéopathie, le patient, il va pouvoir continuer son traitement. Il va pouvoir avoir une moins forte baisse, si vous voulez, par exemple, de l'hémoglobine, ou moins forte baisse des globules blancs, et donc il n'y aura pas d'interruption de cure.
Dans l'hormonothérapie, par exemple, l'hormonothérapie que la patiente, dans le cas d'un cancer hormonodépendant, doit poursuivre pendant 5 ans avec des effets indésirables très importants. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a 50% des patientes qui arrêtent leur traitement avant la fin à cause des effets indésirables. Mais l'homéopathie va permettre de poursuivre le traitement. Donc, c'est un allié pour le patient, mais c'est aussi un allié pour l'oncologue. Et puis alors j'ai mis une dernière petite phrase là, enfin, c'est se sentir acteur. Ça c'est très très important. Et moi je le vois au quotidien puisque enfin, aujourd'hui moi je reçois on va dire entre 3 et 8 9 patients cancéreux tous les jours. Quand il y a un diagnostic d'un cancer, après une IRM, après une biopsie, après plein d'examens, et ensuite le rendez-vous avec l'oncologue, où on vous parle du protocole personnalisé de soins, tout ça, il y a tellement d'informations, le patient est pris dans un tourbillon, dans une spirale, il subit complètement la situation, et le fait de lui proposer quelque chose de complémentaire qui va l'aider, il va se sentir pour la première fois de son parcours un petit peu acteur, voyez? Et donc ça, c'est très très important et je vois beaucoup de patients qui apprécient ça. Donc ouais, c'était à mon avis, c'est à souligner. Alors, je vous ai parlé de Jean-Lionel Bagot. Ah oui, alors oui, pardon, j'oubliais quand même l'essentiel. Alors, j'oublie l'essentiel, surtout aux yeux des oncologues. C'est l'absence d'interaction médicamenteuse. Alors, ça, bien sûr, je vous ai dit que pour l'oncologue, permettre à son patient de poursuivre le traitement, c'est très bien. Mais la première porte d'entrée euh, pour, euh, euh, pour l'homéopathie vis-à-vis des médecins oncologues, c'est l'absence d'interaction médicamenteuse. Et alors là, les choses, elles ont beaucoup évolué en 20 ans. Moi, en 20 ans de pratique, il y a 20 ans, si vous voulez, le médecin oncologue, il causait pas trop et puis il s'intéressait pas trop à ce que prenait son patient. Bon, le patient avait des effets indésirables. Bon, écoutez, voilà, il regardait la biologie et puis on continuait, basta. Et puis les oncologues, un jour, ont ouvert les yeux, se sont rendus compte que les patients prenaient beaucoup, beaucoup de choses parce que bah, ils étaient quand même très mal et que la médication classique ne suffisait pas. Mais ils se sont rendus compte que les patients prenaient beaucoup de choses, que c'était onéreux et qu'il y avait des risques d'interaction médicamenteuse très, très importants. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un retour en arrière toute, et là, on a tout interdit. C'est-à-dire que les oncologues ont dit, plus de phyto, plus de compléments alimentaires, plus rien, tout est interdit. La seule chose qu'ils ont autorisée, qu'ils ont permis, c'est l'homéopathie. Parce que l'homéopathie n'agit pas de la même façon, n'agit pas de façon pharmacologique, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse entre les traitements conventionnels et l'homéopathie. Donc, ils se disent, au pire, c'est du placebo. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les pharmaciennes hospitalières de l'Oncopole à Toulouse et on a édité une plaquette à l'intention des patients où il y avait des feux rouges, des feux oranges et des feux verts. Et le seul feu vert, c'est l'homéopathie. Et donc ça a été une grosse victoire. Et je vous assure que franchement, c'est quelque chose qui compte. Et aujourd'hui, même si tous les oncologues ne sont pas de grands fervents de l'homéopathie, ils disent, en tout cas, au moins, vous prenez pas de risque, au pire, c'est du sucre. Et pour tout vous dire, comme ça fait 20 ans que je pratique les soins de support en oncologie et que, bon, mon nom et le nom d'autres personnes circulent, on a des oncologues qui aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, ils disaient, oh, l'homéopathie, c'est du sucre et surtout pas, ben, j'ai des oncologues qui m'envoient des patients. Qui m'envoient des patients parce qu'ils voient des patients qui ont trop d'effets indésirables, qui n'arrivent pas complètement à gérer, et donc ils se disent, ben, pourquoi l'homéopathie ne pourrait pas aider ces patients-là. Voilà, donc cette absence d'interaction médicamenteuse, elle est fondamentale. Alors, je vous ai parlé de Jean-Lionel Bagot. Jean-Lionel Bagot, il a un peu ouvert la voie. Et Jean-Lionel Bagot, donc, il est à l'origine de la création de la CISO, la Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie, donc, qui a été créée il y a une dizaine d'années.
et donc il est le président de la CISO. Jean-Philippe Wagner, que vous avez eu la chance d'écouter, d'entendre il y a un mois, fait partie aussi de la CISO. D'ailleurs, j'ai écrit un livre avec Jean-Philippe Wagner à l'attention des pharmaciens. Alors à la CISO, en fait, on se réunit tous les ans, une fois par an, à Strasbourg, et on émet des recommandations officielles. C'est-à-dire qu'en fait, on évoque certains sujets, par exemple les nausées ou les neuropathies, et on discute entre nous, et on émet donc ce qu'on appelle un consensus d'experts. Alors c'est un peu un nom pompeux, mais c'est-à-dire qu'en fait, on se met tous d'accord sur tiens, quels sont les médicaments qu'on peut donner en première intention dans tel ou tel symptôme. Et donc ces recommandations officielles, elles sont accessibles au grand public sur le site de la CISO que vous avez là, https www.ciso-info.com. Donc sur le site de la CISO, mais de toute façon si vous tapez CISO homéopathie, vous tombez sur le site. Et donc vous avez les recommandations officielles de la CISO. Voilà. Donc ça c'est important. Et alors on est en train de travailler avec Jean-Lionel et puis tous mes amis là, de la CISO. On est en train de travailler sur des recommandations internationales. Voilà, donc il y aura, vous entendrez peut-être parler, parce qu'en fait, nous, au départ, on était plutôt franco-français, même si on a une consoeur qui est belge, une autre qui est suisse, enfin, voilà. Et aujourd'hui, on essaie de faire des recommandations internationales. Donc, on a depuis un an travaillé avec tous les oncologues qui font enfin, tous les homéopathes qui font des soins de support en oncologie du monde entier, de l'Inde, des États-Unis, du Brésil, etc. Alors, voici par exemple donc ce que vous pouvez trouver sur le site de la CISO. Donc, par exemple, traitement de la fatigue. Je vous disais que la fatigue, c'était euh, la plainte numéro un des patients cancéreux. Donc, dans sur le site de la CISO, vous avez donc la recommandation officielle. Donc, enfin, tout ça, je ne sais pas si vous aurez sans doute accès, peut-être, oui, de toute façon, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord pour vous transmettre mon PowerPoint, mais de toute façon, après, je sais que vous aurez un replay. Enfin, donc, enfin, retenez, si vous voulez retenir quelque chose, que phosphoricum acidum, c'est le grand médicament de la fatigue et qu'on le donne, alors, ce qu'on appelle en dilution en échelle, c'est-à-dire en dilution croissante. Donc, pour la CISO, c'est 5, 9, 15 et 30, donc sur 4 jours consécutifs après chaque cure, en fait. Voilà un peu, en gros, le grand médicament de la fatigue. Une autre recommandation, c'est par exemple les mucites. Alors les mucites, vous savez que c'est un effet indésirable très fréquent. Alors c'est un effet indésirable qu'on peut avoir donc lors d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie. Alors au niveau ORL, surtout la radiothérapie au niveau ORL elle cause beaucoup de mucites. Euh, Toutes les chimiothérapies, tous les cancers, toutes les chimiothérapies de cancers hémato provoquent énormément de mucites. Et puis, dans la plupart des traitements du cancer du sein, avec le protocole EC, le protocole EC, on a des risques de mucite au bout de 5 6 jours. Donc, en médecine classique, la recommandation, c'est le bicarbonate, les bains de bouche au bicarbonate. Mais en homéopathie, on a vraiment une solution très importante et qui marche vraiment très bien avec deux médicaments, Kalium dichromicum 9CH et Mercurius corrosivus 9CH. Donc, c'est 3 granules de chaque, 3 fois par jour. Alors, moi, personnellement, j'aime bien dire aux patients de mettre ces granules dans une bouteille d'eau et de boire par petites gorgées ce mélange toute la journée euh, et faire ça donc pendant une semaine. La semaine à risque de mucite qui est souvent donc la deuxième semaine qui suit euh, la chimiothérapie. Bon, je vous ai mis, enfin voilà, je veux pas trop vous abreuver d'exemples, mais fait, voyez, vous savez que les neuropathies, c'est aussi un effet indésirable important des chimiothérapies. Pratiquement toutes les patientes qui ont un cancer du sein, elles ont du Taxol, et le Taxol provoque des neuropathies. Ces neuropathies, elles sont invalidantes.
Vous savez, c'est une perte de sensibilité. euh, et ces neuropathies, elles peuvent perdurer des mois et des mois. Donc, nous, en homéopathie, notre but, c'est que quand on sait que la chimiothérapie peut provoquer un effet indésirable, on essaie de faire une première prescription préventive, prédictive. Voyez? Donc on essaie donc on donne des médicaments comme NER en 8D, en ampoule ou en granule. On donne Phosphorus, qui est quand même le grand médicament de l'accompagnement des chimiothérapies, parce que Phosphorus est un protecteur de tous les organes nobles, donc du foie, du cœur, des reins, mais aussi des nerfs. Donc, je vous ai parlé du Taxol, mais il y a aussi une molécule qui provoque beaucoup de neuropathie, c'est l'oxaliplatine. Et l'oxaliplatine, on l'utilise vraiment quotidiennement dans les cancers digestifs et avec des protocoles qui s'appellent Folfox ou Folfirinox. Donc, vous voyez, ça se termine par ox comme oxaliplatine. Et donc, ça provoque des neuropathies qui sont vraiment très, très invalidantes, des douleurs au niveau des mains, au niveau des pieds, une perte de sensibilité. Et ça, quand quand ça s'installe, ça peut s'installer pour des mois, des mois et des mois. Donc, on va faire de la prévention avec ces médicaments-là. Et ensuite, on reverra les patients parce que si on a des neuropathies, on pourra traiter ces neuropathies avec aussi d'autres médicaments homéopathiques. Euh, je voulais vous dire là, mais bon, je vous le redirai peut-être, l'homéopathie ne peut pas tout faire toute seule. Et alors moi, très souvent, quand j'ai des problèmes d'effets indésirables très importants, moi, j'adresse à un acupuncteur. Voilà. Et je trouve que dans certaines indications, l'acupuncture et l'homéopathie sont très, très complémentaires. Il me semble, avec le recul, que dans certaines indications, l'homéopathie est plus efficace que l'acupuncture, et dans d'autres, l'acupuncture est plus efficace que l'homéopathie. Mais en tout cas, moi, j'ai l'intime conviction que ce sont quand même deux thérapeutiques vraiment complémentaires, en particulier en oncologie. Voilà. Et puis, dernier exemple de recommandation de la CISO, c'est pour l'hormonothérapie. Parce que, donc, je vous disais, 50% des patientes qui arrêtent l'hormonothérapie à cause des douleurs. Or, ces douleurs, elles sont majeures dès le début du traitement. Elles apparaissent dans les 15 premiers jours. Et souvent, pas toujours, mais souvent, elles décroissent au bout de 3 mois. D'où l'intérêt de bien accompagner les patientes au début pour pas qu'elles perdent courage, hein, parce qu'elles ont déjà subi 6 mois de traitement, de chimio, de radiothérapie, chirurgie. Elles commencent leur mono et là, boum, au bout de 3 jours, elles ont du mal à marcher. Elles ont quelquefois 35 ans et elles ont l'impression d'en avoir 80, vous voyez. Et donc là, si on donne ce protocole, hein, Rustoxicodendron 9-TH et Rutagravéolin 5, eh ben, on va donner ces médicaments-là, on réévaluera hein, au bout d'un mois et on adaptera ou même on arrêtera si la patiente n'a plus de douleur. Voilà donc des exemples de recommandations de la CISO que vous allez pouvoir retrouver sur le site. Alors, j'ai aussi voulu vous parler d'une étude qu'on appelle, nous, l'étude Medioni. L'étude Medioni, c'est une étude vraiment intéressante, ce qu'on appelle une étude pharmaco-épidémiologique. Alors, c'est une étude qui a été donc menée sur 5 ans et qui est partie des données de santé du système national de santé. C'est-à-dire qu'en fait, avec, vous savez, les cartes vitales et les remontées informatiques, on sait ce que prennent les patientes. Et donc, on a pu suivre euh, euh, enfin, presque 100 000 personnes, hein, 98 000 patientes, donc, qui ont eu donc, une chirurgie du cancer du sein. Et on a donc essayé de voir quelle était l'évaluation, quelle était l'exposition de l'homéopathie de ces personnes, c'est-à-dire parmi ces 98 000 patientes, combien de patientes avaient pris de l'homéopathie, et est-ce qu'il y avait une différence entre celles qui prenaient de l'homéopathie et celles qui n'en avaient pas prise dans la consommation de médicaments pour lutter contre les effets indésirables des traitements. Vous voyez, donc c'est quand même une étude très très importante parce que donc elle est pas du tout biaisée parce qu'elle est juste, elle est extraite c'est une extraction du système national des données de santé. C'est donc des patientes qui ont été suivies sur 5 ans
Et vous voyez le nombre de patientes. Donc ça, c'est quand même vraiment une cohorte importante. Alors, qu'est-ce qu'a donné l'étude? L'étude, elle a donné, elle a montré qu'en fait, quand les patientes utilisaient de l'homéopathie, elles l'utilisaient essentiellement, vous voyez l'opération là, elles l'utilisaient essentiellement 6 mois avant et 6 mois après l'opération. C'est un peu logique parce que si vous voulez, souvent l'opération, souvent, pas toujours, mais souvent, elle intervient après la chimiothérapie qui dure 6 mois, et ensuite, si vous voulez, après l'opération, il y a de la radiothérapie et le début de l'hormonothérapie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez logique d'utiliser de l'homéopathie essentiellement quand on a le plus d'effets indésirables, c'est-à-dire pendant la chimio, pendant la radio, pour accompagner la chirurgie et au début de l'hormonothérapie. Bon. Mais on voit aussi quand même qu'il y avait 11% des patientes qui en utilisaient avant et qu'après, il y en a un peu plus. Donc, on en a quand même convaincu. Mais surtout, ce qui est vraiment très, très important, c'est qu'il y a une diminution vraiment très significative chez les patientes qui prennent de l'homéopathie des médicaments conventionnels de soins de support. Ça veut dire que, si vous voulez, chez les patients qui prennent de l'homéopathie, donc puis c'était cancer du sein, donc chez les patientes qui prenaient de l'homéopathie, elles avaient moins besoin d'immunostimulants, c'est-à-dire moins besoin de piqûres, par exemple pour stimuler les moelles, moins besoin de PO pour l'hémoglobine. Elles avaient moins besoin de corticoïdes, moins 18%. Elles avaient moins besoin d'antidiarrhéiques conventionnels, style l'opéramide, Imodium, Smecta, etc. Elles avaient moins besoin d'antiémétiques prescrits si besoin, comme par exemple le Prempéran ou le Vogalène, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'homéopathie ne venait pas. Il y a une prescription, si vous voulez, systématique d'antiémétiques, style ondansetron, aprépitant. Donc ça, tous les patients le prennent. Mais l'oncologue marque après, si besoin, si nausée, d'autres antiémétiques, si diarrhée, des antidiarrhéiques, euh, s'il y a un phénomène d'allergie, tout ça, des corticoïdes. Et bien, chez les patientes qui prenaient de l'homéopathie, vous voyez, il y a quand même une baisse vraiment significative des médicaments conventionnels. Donc, c'est quand même très intéressant ben, pour les patients, c'est très intéressant aussi en termes, pour la sécurité sociale en termes de coûts. Donc, vous voyez que là aussi, ça prouve bien que le déremboursement de l'homéopathie, c'était une belle bêtise, parce que l'homéopathie fait gagner de l'argent. Bon, en fait, ça, c'est un autre problème. Donc, vous voyez que le traitement homéopathique peut avoir un effet bénéfique sur la qualité de vie, et donc cette étude, elle l'a vraiment prouvé. Voilà, donc la conclusion de cette étude, c'est que donc les traitements homéopathiques jouent un rôle important en aidant les patientes à mieux tolérer les effets indésirables des traitements et que ça réduit la consommation de médicaments dont elles ont besoin en soins de support conventionnels. Voilà. Donc, je vous ai parlé de Jean-Lionel Bagot. Donc, Jean-Lionel Bagot, c'est vraiment, nous, dans la communauté, on est vraiment fan de Jean-Lionel parce qu'il nous a décomplexés, si vous voulez. C'est le premier à avoir osé parler des soins de support et fait un livre. Et donc, fait un livre vraiment qui est aujourd'hui une référence, à la fois pour nous, professionnels de santé, mais aussi pour le grand public. Et c'est un livre donc très complet. Il a publié, vous voyez, je l'ai même sur mon bureau. Il a publié donc cette troisième édition il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, Jean-Lionel Bagot, il nous a vraiment ouvert la voie. Voilà. Et donc ce livre, il est vraiment accessible, même pour tout un chacun. Et c'est vrai que il y a beaucoup de patients ne trouvant pas de médecin homéopathe qui utilisent le bouquin. Voilà, moi, modestement, ça c'est les deux livres que j'ai écrits concernant l'oncologie. Donc j'ai écrit un livre avec Jean-Philippe Wagner, donc le livre de gauche. C'est un livre que j'ai écrit pour les pharmaciens. Donc c'est un des 9 livres que j'ai coécrit avec Michel Boiron, des laboratoires Boiron. Avec Michel, on a écrit 9 livres. Donc on a écrit des livres pour les pharmaciens. Voilà, au départ, parce que Michel est pharmacienne également. Et
Donc, on a écrit ce livre dans des domaines différents et dans l'oncologie, on a voulu écrire un livre avec un oncologue. Et donc, on a écrit ce livre avec Jean-Philippe Wagner. Et puis, donc, je vous parlais de livre de droite. Donc, le livre de droite, c'est un livre pour les médecins homéopathes que j'ai écrit avec un médecin homéopathe. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte il y a quelques années qu'un médecin homéopathe, eh ben, il a des patients cancéreux, hein, comme tout médecin, mais il n'est pas forcément euh, très au fait des traitements anticancéreux. Vous savez, c'est vraiment une spécialité à part et c'est une spécialité qui évolue. Donc, les consultations médicales, vous savez qu'elles durent, elles durent pas 3 heures. Et donc, pour gagner du temps, on a écrit ce livre pour qu'un médecin homéopathe, quand il voit un patient et que le patient lui dit, voilà, docteur, je vais commencer demain un protocole, je sais pas moi, Avastin ou carboplatine et pembrolizumab, ben, si le médecin homéopathe, il n'a jamais entendu parler de ces molécules, il va ouvrir notre livre, il va regarder quels sont les effets indésirables majeurs, donc il va gagner un temps fou, et on va lui proposer, si vous voulez, les médicaments essentiels à donner en première intention, c'est-à-dire quelle est la première ordonnance. Et puis, on va l'inviter, bien sûr, à revoir son patient régulièrement. Et là, ensuite, bon, il fera son boulot de médecin homéopathe, c'est-à-dire qu'il va réadapter. Moi, ce que je fais dans mon officine ou aujourd'hui maintenant à l'hôpital du coin, ou ce que fait Jean-Claude Carpe à Troyes dans son cabinet, c'est-à-dire qu'on revoit régulièrement nos patients et en fonction de la biologie, en fonction des plaintes des patients, eh bien, on réévalue notre prescription. Voilà. Alors, en fait, je sais pas, peut-être, enfin, peut-être que je suis trop long. Enfin, vous me direz, mais parce que je voudrais aussi qu'il y ait des questions, mais je vous ai dit, je vous ai marqué là un peu. Enfin, c'est un peu une avant-première de notre nouveau livre qui va sortir donc avec Jean-Claude Carpe, la nouvelle version. Donc, on a voulu aussi parler. Alors, on étudie molécule par molécule, mais on a voulu aussi faire des chapitres en fonction des symptômes. Et en particulier, vous voyez, les neuropathies. Mais dans les neuropathies, on a fait un chapitre sur les neuropathies parce que c'est vraiment un casse-tête pour les patients et pour les soignants. Donc, vous voyez, on a mis dans chaque chapitre de symptômes, on a mis les médicaments indispensables. Donc là, vous voyez, il y en a quatre. Arsénicum album, causticum, ner et phosphorus. Et puis, il y a une page et demie des autres médicaments. Voilà. Donc, dans notre livre, il y a, il est donc vous avez des domaines, donc les bouffées de chaleur, les neuropathies, les troubles anxieux, etc. Vous avez les nausées, les diarrhées. Voilà. Après, on a fait tout un chapitre sur les protocoles de chirurgie. Donc, vous aurez bien sûr un protocole de chirurgie du cancer du sein, un protocole de chirurgie du cancer de la prostate. Et là, je vous ai mis, par exemple, le protocole de chirurgie du cancer colorectal. Voilà. Donc, on a fait des protocoles simples, qui sont clairs. Voilà. Et donc, ça, c'est un deuxième chapitre de notre prochain livre. Et puis voilà. Puis alors, je voulais vous dire deux mots sur un peu quel est le quotidien, quel est mon quotidien et comment j'appréhende la prise en charge des patients. Donc souvent, quand même, la première chose à l'annonce, c'est bien sûr l'anxiété, hein. Donc les troubles anxieux. Donc les troubles anxieux avec bien sûr la peur liée à l'annonce et la peur des examens de contrôle. Alors là, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'homéopathie, je ne vais pas vous saouler. Mais en fait, un médecin allopathe, trouble anxieux, il va prescrire alprazolam. Voilà, point barre. Et bon, ça va durer 10 secondes. Moi, ça va durer un peu plus longtemps parce que je vais essayer de voir comment le patient a vécu son annonce. Alors, soit le patient va me dire je suis sidéré, hein, et on voit des patients qui sont en état de sidération, donc là ce sera opium. Si c'est une anxiété, si le patient me dit j'ai peur, ou ça peut être aussi les dents, hein, qui peut avoir peur pour la personne qui l'accompagne, bon ça ce sera gelsemium. Si c'est une colère, ah non, mais il est pas question que je sois malade, je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps, tout ça. Bon, donc, le patient peut être en colère contre tout le monde, et en particulier contre les soignants. Ça va être plutôt nux vomica. Si le patient vous dit, ben, moi, c'est pas juste, hein, j'ai un cancer du sein, j'ai toujours mangé bio, j'ai fait de la gym, voilà, j'ai jamais fumé.
c'est injuste. Donc ça, c'est plutôt Staphylos aureus. Et bon, s'il y a plutôt des symptômes d'hypersensibilité, on va donner Ignacia. Voilà. Et puis ça peut être aussi des crises de panique, le patient qui se réveille en milieu de nuit complètement paniqué avec la peur de mourir. Donc vous voyez, la prise en charge homéopathique, elle est quand même très personnalisée. Voilà. Et sinon, quelquefois, ça m'arrive très souvent de donner un médicament qui s'appelle Zenalia, qui est un médicament, à mon avis, très intéressant dans le stress, dans la peur, puisqu'il y a Gelsemium, et dans les troubles du sommeil aussi. C'est un grand médicament de troubles de l'endormissement en particulier. Et puis comme il y a Kalium phosphoricum, qui est un médicament de fatigue, voilà, il est triplement intéressant. Et donc, moi, souvent, quand je vois un patient qui commence la chimio dans une semaine et qu'il est mort de trouille, eh ben, je lui donne Zenalia, un comprimé avant chaque repas et au coucher, jusqu'au premier jour de la chimio. Et très, très souvent, l'anxiété, une fois que la première chimio elle est passée, ben, l'anxiété, elle disparaît. Et on a d'autres symptômes à gérer. Voilà. Donc les interventions chirurgicales, bon, ça, je vous ai mis l'intervention du sein, mais bon, on va passer vite. Les nausées. Alors, dans les nausées, bah, c'est là que l'acupuncture, elle est vachement intéressante, hein. Bon, l'acupuncture, l'acupression, hein, bon, mais ça, je pense que euh, certains d'entre vous pratiquent, ou même la plupart d'entre vous. Bon, voilà. C'est vrai que euh, faire une séance d'acupuncture la veille et après la chimio, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de me former en acupuncture, en particulier grâce à Philippe Siono, que vous écouterez en, en mai. Donc voilà, ça m'a beaucoup appris. Donc là, je vous ai donné deux médicaments essentiels pour moi de nausées de chimiothérapie, parce que dans les nausées de chimiothérapie, un des symptômes essentiels, c'est l'intolérance aux odeurs. Voilà. Et beaucoup de patients se plaignent de cette intolérance aux odeurs, ils ne supportent pas le parfum de leur conjoint, les odeurs de cuisine, l'odeur de l'hôpital. Voilà. Donc, Nux vomica et Colchicum sont les deux premiers médicaments que je donne en systématique, mais après, je réévalue. Voilà. Bon, l'hémucite, je crois que je vous ai parlé donc de Kalium bichromicum et mercure jusqu'au rosibus. Ça, c'est la recommandation de la CISO. La radiothérapie. Ben, la radiothérapie, le protocole, il est vraiment facile. C'est apis et belladonna avant et après chaque séance et radium bromatum tous les soirs pendant toute la radiothérapie et à poursuivre un mois après la fin de la radiothérapie. Donc ça, c'est plutôt radiothérapie du sein. Bon, pour d'autres radiothérapies, en particulier ORL, il faut un peu plus, parce qu'il y a des effets indésirables quand même un peu plus cognés, à type de sécheresse buccale et de mucite dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, en conclusion, avant d'écouter vos questions, euh, voilà, je pense quand même que les choses ont beaucoup évolué. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu, les choses ont beaucoup évolué en 20 ans. Et les oncologues sont passés d'une opposition vraiment systématique à l'homéopathie à une relative bienveillance, en tout cas pour la plupart. Alors peut-être parce que aussi on a été quand même un certain nombre à travailler de façon voilà, sensée, raisonnée, raisonnable. Alors c'est vrai que cette absence d'interaction médicamenteuse, elle est quand même très importante pour nous, parce que c'est vraiment une porte d'entrée. Et, euh, et je trouve que vraiment les mentalités évoluent. Alors bien sûr, on manque vraiment cruellement de médecins homéopathes, ça c'est une évidence. Donc moi, j'écris des livres un peu pour ça, hein, pour que il y ait de plus en plus de gens qui soient formés. J'ai écrit un module de 2 jours pour les pharmaciens, donc il y a quand même de plus en plus de pharmaciens qui sont formés à l'oncologie et à l'homéopathie. Et puis voilà, les choses évoluent, les choses bougent et, et vraiment, c'est important. On a parlé, oui, enfin, la complémentarité entre l'homéopathie et tout le reste. Alors, euh, je reconnais, euh, je reconnais mon ami Yves, et on parle de fatigue, il est évident que l'homéopathie, je vous ai parlé de phosphoricum acidum, mais il est évident que l'exercice physique est important. Et voilà. Donc, euh, vraiment, pour moi, il y a une complémentarité entre différentes thérapeutiques et différentes activités.
donc l'exercice physique, le qigong, bien sûr. Voilà, tout ça, c'est l'acupuncture. Pour moi, ça forme un tout. Voilà. Voilà, écoutez, en tout cas, je crois que vais, je vais arrêter de partager ma présentation, puis je vais essayer de répondre à vos questions. Peut-être que Laurie, vous pouvez euh, faire déjà le... Oui, bien merci beaucoup pour cette présentation enrichissante. Ben oui, je vous propose de passer aux questions-réponses maintenant. Oui. Alors, il y a deux questions dans le chat, et puis après, ben, entre-temps, si les participants ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ou sinon après en direct, hein, en prenant la parole. Donc, première question, est-ce qu'il faut forcément voir un médecin homéopathe pour se faire prescrire de l'homéopathie ou encore d'autres professionnels? Oui, alors en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé l'homéopathie il y a 43 ans, il y avait à peu près à la ronde 15 médecins homéopathes autour de moi. Donc, je faisais quelques conseils, vous voyez, en aigu, et puis je disais aux gens, allez voir tel médecin ou tel autre, il vous prescrira de l'homéopathie. Aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir un médecin homéopathe à côté de vous et qui prenne encore des nouveaux patients, et s'il est encore disponible, allez voir un médecin homéopathe. Voilà. Mais hélas, la réalité aujourd'hui, c'est que des médecins homéopathes, il y en a très très peu, que ceux qui existent, ils sont quand même très débordés. Donc, il faut aller voir un professionnel de santé formé à l'homéopathie. Et aujourd'hui, le professionnel de santé de proximité, enfin, je suis désolé de parler pour ma paroisse, mais je parle pour ma profession, c'est quand même le pharmacien. Parce que si vous voulez, en 40 ans d'exercice, les choses ont beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé mon exercice officinal il y a plus de 40 ans, le patient cancéreux, on ne le voyait pas. On délivrait la morphine les derniers jours de Monsieur Durand ou de Madame Dupont. Les chimiothérapies, il n'y avait pas de chimiothérapie orale. Les antiémétiques, c'était réservé à l'hôpital. Vous voyez, le patient cancéreux, il n'était pas à l'officine. Aujourd'hui, le patient cancéreux, il est présent à l'officine parce on délivre pratiquement tous les médicaments. Enfin, on délivre toutes les chimiothérapies orales, on délivre les antiémétiques, on délivre les activateurs des lignées sanguines. Vous voyez, donc aujourd'hui, on peut engager un dialogue avec son patient ou avec les dents, et on peut donc, voilà, si on a envie, hein, et si on se forme un petit peu quand même à l'homéopathie, à l'oncologie, aider les patients. Alors, euh, il y a aussi le fait, si vous voulez, que comme l'homéopathie est déremboursée aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est en fait, moi je le fais systématiquement, j'édite une facture pour les patients des médicaments homéopathiques qu'ils prennent chez moi, et donc je leur dis de l'envoyer à leur mutuelle. Donc là aussi, alors moi j'ai la chance d'être en banlieue ouest de Toulouse, à côté des usines Airbus, et donc Airbus c'est une grande société avec une très très bonne mutuelle. Et donc, il y a des mutuelles, si vous voulez, qui remboursent l'homéopathie avec une facture du pharmacien. Donc, quand le patient prend de l'homéopathie dans une pharmacie, il faut qu'il demande une facture à son pharmacien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Et après, il y a des gens non pharmaciens qui peuvent être formés en homéopathie et le pratiquer très bien. Alors, on me demande que pensez-vous de l'homéopathie uniciste? Ben, j'en pense, moi, je pense du bien de tous les homéopathes dans la mesure où ils sont formés et qui font de l'homéopathie en conscience et qu'ils ont des résultats. Alors, moi, je ne pratique pas l'homéopathie uniciste, je pratique une homéopathie, on va dire, pluraliste, c'est-à-dire, bon, je donne entre 3, 4, 5 médicaments homéopathiques différents. Je ne suis pas complexiste, c'est-à-dire de donner enfin, 150 médicaments. J'essaie de faire des traitements quand même relativement simples, peu onéreux, euh, mais je ne suis pas contre le fait de faire de l'homéopathie uniciste. Mais par contre, en oncologie, ça me paraît quand même compliqué. Euh, L'homéopathie uniciste me paraît intéressante peut-être en traitement de fond, pour le terrain et tout ça, mais en oncologie, on a à traiter des effets indésirables qui sont quelquefois pas liés au type sensible de la personne, mais qui sont liés à la toxicité de la molécule. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, ça me paraît plus compliqué de faire de l'unicisme en oncologie. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai rien contre les unicistes. Anémie et homéopathie, c'est ça? Solution efficace, me demande. Alors, oui, alors, souvent, si vous voulez, enfin, oui, il y a beaucoup de chimiothérapie qui provoquent une baisse des lignées sanguines. Donc, alors, on peut avoir, bon, très souvent, une baisse des globules blancs, hein, donc baisse de l'immunité. Et quelquefois, donc, les oncologues font une prévention en donnant, en faisant, en prescrivant une injection le lendemain de la chimiothérapie, une injection d'un activateur de globules blancs, hein. Euh, voilà. Donc ça c'est fait de plus en plus enfin, systématique pour éviter cette baisse des globules blancs et donc cette baisse d'immunité. Pour l'anémie, donc la baisse des globules rouges et en particulier donc la baisse de l'hémoglobine, qui peut vraiment être euh, très invalidante parce que la personne est essoufflée. Là, si vous voulez, la réponse conventionnelle, c'est de l'EPO, mais on prescrit l'EPO vraiment quand il y a une anémie très 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 marquée, c'est-à-dire avec une hémoglobine inférieure à 10. Donc nous, on va essayer en tant qu'homéopathe de gérer cette anémie avec des médicaments comme China Rubra, comme Ferrum Métal, et puis, il y a d'autres, donc, et puis alors, il y a deux grands médicaments pour les lignées sanguines, alors toutes les lignées sanguines confondues, qui sont Médulos et Benzolone. Voilà. Donc, on peut aider nos patients qui sont anémiés, mais alors je vais vous dire aussi, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une indication où j'aime beaucoup l'acupuncture. Et donc, dans la baisse des lignées sanguines, quand j'ai pas de résultats suffisants avec l'homéopathie, j'en vois quand même très souvent consulter un acupuncteur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, alors oui, c'est ça, lymphocyte trop bas, c'est ça. Alors oui, vous pouvez ouvrir votre micro si si je réponds pas bien aux questions. Donc les lymphocytes trop bas, donc c'est les globules blancs. Oui, alors donc c'est vrai qu'alors nous en tant qu'homéopathe, je vous disais, on va faire une première prescription prédictive et préventive. Donc quand on sait que une chimiothérapie peut provoquer une baisse des lignées sanguines, en particulier donc des lymphocytes, des globules blancs, on va donner Médulos euh, en 8 DH. Donc on le donne soit en ampoule, soit en gouttes, soit en granules. On peut aussi donner benzolone, c'est un médicament aussi que j'aime bien, benzolone en 15 CH. Et, euh, et alors, c'est vrai que comme souvent il y a une baisse d'immunité, on peut aussi donner des médicaments comme natrum muriaticum et silicea. Enfin, en tout cas, il y a des solutions. Ouais. Alors, Agnès me demande, est-ce possible de traiter les effets tardifs des radiothérapies? Exemple, problème du côlon après un cancer de la prostate, réveil la nuit, douleur de côlon. Oui, oui, oui. Alors oui, donc là vous évoquez en fait ce qu'on appelle une rectite radique, c'est-à-dire en fait des séquelles de la radiothérapie qui sont vraiment enfin, des symptômes très invalidants. Alors je dirais que c'est vrai que pour ces patients-là, le cancer de la prostate, bon, le traitement c'est l'hormonothérapie, chimio, hormonothérapie surtout, et radiothérapie. Les patients, ils ont 39 séances de radiothérapie aujourd'hui. 39 séances, c'est énorme, avec des effets indésirables énormes. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand même de faire un traitement homéopathique pendant la radiothérapie. Donc, il va quand même aider et être préventive de euh, enfin, voilà, de ces brûlures. Mais, malgré ce, souvent, ces brûlures, elles persistent. Et donc là, on peut donner, il y a des solutions. Il y a des solutions homéopathiques pour ces brûlures. Ouais. Bon, un des grands médicaments, c'est arsénicum album, mais alors si c'est pas trop loin de la radiothérapie, on peut encore donner radium bromatum, et puis on peut, voilà, il y a d'autres médicaments. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions du chat? Mais après, vous pouvez, ne soyez pas timide. Moi, je le suis, mais vous non. Est-ce que ça a répondu à à vos attentes? Est-ce que ça vous a intéressé un peu, oui?
Alors moi, je vais me permettre de vous remercier pour votre intervention parce que moi, je suis à fond sur l'homéopathie depuis très longtemps, même si j'ai la chance de pas avoir eu un cancer, mais je l'ai utilisé pour d'autres problèmes et j'ai diminué nettement l'utilisation d'autres médicaments, comme vous l'avez si bien dit. Donc malheureusement, ça a été déremboursé, vous l'avez bien dit aussi. Et donc effectivement, moi, je vous remercie encore et j'espère que ça perdurera et que ça se développera parce que ça aide beaucoup les gens qui ont les cancers. Par contre, effectivement, il faut essayer de trouver, je sais pas s'il y a des listes d'homéopathes que vous avez, faut aller voir sur l'association, je pense. Oui, alors vous avez, enfin, si vous trouvez un membre de la CISO vers chez vous, c'est très bien. Après, vous avez l'annuaire des professionnels de santé sur le site de Boiron, sur le site du laboratoire Boiron. Vous avez des professionnels de santé, enfin, qui sont formés à l'homéopathie. Voilà, il y a ça. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même, enfin, il y a de plus en plus de pharmaciens qui se forment hein, en homéo. Donc moi, je suis enseignant dans une école qui s'appelle le CDFH. Et donc, ouais, ça dépend où vous êtes. Mais en fait, voilà. Sinon, vous appelez le service. Donc, soit sur le site Boiron, sinon, vous appelez le service information Boiron. Vous tapez service information Boiron sur Google et vous avez un numéro de téléphone où on peut vous communiquer. Alors, euh, légalement, on n'a pas le droit de vous communiquer un seul nom. Donc, on va vous communiquer plusieurs noms. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suppose que pour faire la formation que vous dispensez, il faut être soit médecin, soit pharmacien. Oui, alors c'est une bonne remarque qui m'embête un peu. Alors moi, je suis enseignant dans une école qui ne forme pour l'instant, en tout cas, que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Alors je trouve que c'est un peu dommage. Pendant 15 ans, j'ai été responsable du DU d'homéopathie à la fac de pharmacie et j'avais un peu ouvert la formation, donc j'avais accepté, enfin j'avais accueilli un vétérinaire, j'avais accueilli une sage-femme, vous voyez. Mais je pense que les lignes vont bouger. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un tel déficit de médecins, et en particulier de médecins homéopathes, parce qu'en fait, si vous voulez, avec la suppression du secteur 2, si on veut faire de l'homéopathie sérieuse, hein, il faut passer une demi-heure, au moins une demi-heure par patient. Et moi, la première fois, quand je vois un patient pour la première fois, quand il y a une chimiothérapie, je prends une heure. Et si vous voulez, un médecin qui prend 25 euros la consultation, il ne peut pas vivre. Hein. Donc, en fait, en supprimant ce secteur 2, on a aussi coupé l'herbe sous le pied de l'homéopathie. Euh, et donc, on a beaucoup de médecins homéopathes qui aujourd'hui ne font pratiquement pas d'homéopathie parce qu'ils ne peuvent plus. Il y a la pression des patients parce ils ont trop de patients, ils n'ont pas le temps, et puis voilà, c'est pas rentable. Hein. Enfin, faut reconnaître ça. Hein. Ouais. Oui, Donc, c'est vrai, Donc, malheureusement. ouais, ouais, c'est bon, donc moi je suis quand même pour ouvrir les formations à des non-pharmaciens ou non-médecins. Ça, je suis d'accord avec vous. Et puis donc, modestement, moi j'ai écrit des livres, j'ai écrit 11 livres. Enfin, moi je verse mes droits d'auteur à la Fondation Toulouse Cancer depuis le début. Et donc, j'ai écrit des livres essentiellement avec mon ami Michel Boiron. Et on a nos deux derniers livres sont des livres grand public. Euh, Au départ, on a écrit des livres pour les pharmaciens. Mais nos deux derniers livres sont des livres grand public qu'on a publiés chez Marabout. Alors, on a écrit un petit livre avec une vétérinaire qui s'appelle Homéopathie pour chiens et chats. Bon, mais ça, bon. Donc, si vous êtes propriétaire de chiens et chats et intéressé par l'homéo, c'est un livre modeste, mais qui est plutôt pas mal fait. Et puis, notre dernier ouvrage, qui est notre chef-d'œuvre. Enfin, je dis ça, excusez-moi, hein, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis modeste. Mais on est très content de notre dernier livre qui s'appelle Belle et longue vie, Belle et longue vie avec l'homéopathie, qu'on a écrit avec un gériatre homéopathe, Frédéric Rérol, qui est un médecin homéopathe qui a introduit de l'homéopathie dans une EHPAD en banlieue lyonnaise.
Et donc, Frédéric Réroll, en introduisant l'homéopathie dans une EHPAD, il a diminué de moitié les anxiolytiques, les hypnotiques, les antibiotiques, vous voyez, voilà. Donc, et là, on est aussi en soins de support en gériatrie, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, l'homéopathie, elle ne va pas remplacer les antihypertenseurs, les antidiabétiques, les antiarythmiques et les anticoagulants, mais on va permettre ben, de prendre moins de chimie et donc, on est vraiment dans la médecine intégrative. Voilà. Donc, oui, on essaie par ces livres, par ces formations, bah, de faire quand même des livres qui sont à la fois pour des professionnels, mais oui, qui sont aussi pour du grand public un peu averti, pour un peu remonter le niveau. Parce qu'il ne faut pas que l'homéopathie, ce soit Carnica et Camomilla, vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même un peu plus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, moi, je suis très intéressée et je voudrais vous demander si on peut transmettre ce white Bader, enfin, je sais pas comment vous avez appelé ça, à une pharmacienne que je connais et un médecin traitant qui est homéopathe. Je sais pas si c'est possible ou pas. Alors, c'est pas à moi de répondre, c'est à Laurie, mais moi, enfin, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Parce que pour mettre à jour les informations, c'est très bien. Alors, c'est des Il y aura une rediffusion hein, de prévu, un replay. Ah, Donc oui, vous pourrez transmettre à qui vous le souhaitez, ce sera public. d'accord. Mais vous me préviendrez de quand à peu près ça va avoir lieu cette retransmission? Normalement, d'ici une dizaine de jours. Dizaine de jours. D'accord. Mhm. Très bien. Bon, je vous remercie. En Ben, tout cas, merci à très vous. intéressant. Hein. Non. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions? Euh, Si, Yves? oui, je voulais d'abord moi remercier François de sa venue parce que c'est tout ce qu'il a dit, c'est très simple dans sa bouche, ça sort naturellement. Moi, ce que j'ai perçu de très intéressant, c'est que l'homéopathie a été crédibilisée, pardon, par les études médicales. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est le plus important parce que à partir de là, c'est crédibilisé et il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet pervers, on va dire, par rapport à l'utilisation. Donc, automatiquement, vu que d'une part, on dit c'est efficace, parce qu'on a des études précises sur des milliers de personnes, et d'autre part, il n'y a pas d'effet néfaste, automatiquement, les oncologues, ils sont tout à fait maintenant ouverts à ce genre de pratique. Je pense que pour nous, concernant le Qigong Yolin, on en est un petit peu aux prémices, enfin, en France, je ne parle pas au niveau de la Chine, puisque là-bas, évidemment, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Mais pour l'instant, je pense que pour nous, le challenge, il serait là aussi. C'est-à-dire de dire, euh, il n'y a pas d'effet secondaire et il y a des études qui mentionnent le fait que c'est, au-delà de notre expérience personnelle, des effets grand public, des études grand public qui stipulent le fait que ça agit sur tous les paramètres que tu as précisés tout à Ah l'heure. oui. Tu as Donc je tout à crois fait qu'il y raison, a, Yves. C'est exactement, vous vous situez exactement comme l'homéopathie, c'est-à-dire que vraiment en complément des traitements conventionnels, sans effet indésirable. Donc, ça ne peut être qu'accepté par les oncologues. Alors, on trouvera toujours des gens qui... Tu vas pas pouvoir convaincre tout le monde. C'est-à-dire que tu trouveras toujours des gens qui diront c'est de la foutaise, votre chikungunya c'est n'importe quoi, comme les gens qui diront oh mais l'homéopathie ça n'existe pas, il n'y a pas d'études. Et même quand tu leur montres des études, bon voilà, mais il y a des gens que tu ne les convaincras jamais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai essayé bon, de pas trop vous saouler, mais de vous montrer quelques études. Il y a un site qui s'appelle HRI, un site international qui regroupe toutes les études sur l'homéopathie, avec des résultats négatifs et des résultats positifs, mais il y a énormément de résultats positifs. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas de résultats, qu'il n'y a pas d'études. Mais tu trouveras toujours des médecins qui vont te dire, ou des médecins, ou même dans le grand public, des gens qui vont te dire l'homéopathie, ça marche pas, il n'y a pas d'études. Mais c'est pas grave, on ne peut pas convaincre tout le monde. bien sûr. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, je pense que vous situez-vous dans le Qigong Yolin de la même façon que l'homéopathie, en complémentaire, sans effet indésirable. Donc franchement, il faut y aller, il faut foncer. Voilà.
Et puis vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Enfin, alors moi j'ai eu, bon, j'ai la chance de connaître Christophe Cadenne. J'ai eu la chance de connaître aussi Yves Bénézet, d'assister même à une séance, enfin, à deux séances. Ben, pour moi ça a été une grande découverte, un grand bonheur. Et vraiment, enfin moi je pratique. Alors je pratique de façon en amateur le Qigong classique depuis plus de 10 ans. Et c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est fantastique. Hier, j'ai fait du Qigong entre midi et deux au bord du lac de Plaisance, au soleil, c'était fantastique. Et j'ai admiré la couleur verte, voilà, c'était le printemps. Voilà. Bon, mais en tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et puis, pour certains d'entre vous, je pense qu'on va se retrouver. Bon, j'espère. Merci. Ben, Merci à toi. merci beaucoup, François Roux, pour votre disponibilité, pour toutes vos explications. Juste avant de se quitter, de petites infos. Nous avons publié le replay de la conférence du mois dernier avec le docteur Jean-Philippe Wagner sur le sujet de la photobiomodulation. Donc, vous pouvez retrouver cette conférence sur notre chaîne YouTube, la chaîne Réseau Guoline France. Et la prochaine et dernière conférence que nous organisons pour 2026 est prévue le mercredi 13 mai, donc dans 2 mois, mercredi 13 mai à 20 heures avec Philippe Sionneau sur le thème de la médecine chinoise et l'oncologie. Donc je vous invite à y participer également. Voilà, merci à tous pour votre présence, pour votre écoute et pour vos questions. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.